quand j'ai vu Islam avec la ceinture et qu'il est venu vers moi, qu'il m'a dit tiens, c'est pour toi cette ceinture, tu vois. La sueur, j'aime pas du tout. Ils sont pas professionnels du tout. Ils sont pas objectifs du tout. En plus de ça, ils sont bêtes. Parce que Maître Fumier baisse. Maître Fumier, faut lui remettre un Oscar. Maître Fumier, il est venu, il a donné la lumière sur beaucoup de choses. Tu n'es même pas au courant, frérot. Moi, je fais des sparring sérieux avec des mecs qui combattent. Tu vois, je vais pas dire le nom, mais il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour faire les sparring. Tu vois, et à chaque fois, au fin de sparring, ils me disent ouais, tu devrais combattre maintenant, malgré que tu as pris de l'âge. Quand j'entends les histoires de MMA, entre les organisations, tout ça, il est où le sport dans tout ça, tu vois? Dans les détails, parce que c'est top secret et que j'ai juré que je ne dirais pas ce qui s'est réellement passé. Khabib, Islam, tout ça, m'invite avec eux. Ou, quand ils me voyaient passer à l'hôtel, ils me disaient viens avec nous, viens manger avec nous. Mec comme ça qui vient de nulle part et qui contrôle tout. Voilà. Série de rap, c'est lui qui l'a fait. Série de je ne sais pas quoi, c'est lui qui. Et en plus de ça, il rigole de notre religion. Tu peux rigoler de tout, mais de notre religion, tu ne peux pas rigoler. Et... Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, on a l'immense honneur d'avoir avec nous Kamel Ouari a.k.a. Kamel l'ancien. Kamel, comment tu vas? Ça va et toi, tu vas bien? Je vais très bien, Kamel, je t'en remercie. Kamel, pour entrer directement dans le sujet, comment ton histoire avec le MMA a commencé? C'est dans les grandes lignes. En fait, pour faire court, j'ai un grand frère qui s'appelle Abdellah. Il faisait de la boxe anglaise à l'époque. Maintenant, il a 57 ans, 58 ans à peu près. Il donnait des cours de boxe. Il a commencé en 97-98. Il donnait des cours de boxe en 97, comme ça. Moi, j'ai commencé par la boxe avec lui. Je faisais de la boxe française, j'étais petit, tu vois, petit dans le quartier, on ne savait pas quoi faire, donc on y allait, c'était vraiment... Voilà, quoi. Après, ça devenait un peu plus cool quand on faisait des petites compètes dans un interclub, tout ça et tout, de boxe. Mais bon, à l'époque, voilà, quoi, il n'y avait même pas encore de MMA. Ensuite, j'ai connu le grappling en 2002. 2002, 2003, c'est les premières années où j'ai commencé à faire du grappling. J'en faisais dans le club de Vivacité, Grigny, un des premiers clubs de grappling en France. Et de là, je faisais des petites compétitions à droite, à gauche. Tu sais, toutes les compétitions qu'il y avait à l'époque, je ne me rappelle même plus, c'était un peu partout, à côté de Bordeaux, vers Lille. Tu vois, les petites villes, surtout les petites villes. Bizarrement, c'était vraiment dans les petites villes. J'ai commencé le grappling. Et du coup, comme j'avais une petite base de boxe, bon, c'était pas un truc de fou. Donc, comme il y avait des sparring sur Grigny, je tournais en boxe, en pied-point. Et ensuite, on a ouvert un club au Kremlin 7 en 2004, le comité team. Là où il y a maintenant plusieurs combattants. Et c'est un gros club maintenant, on va dire. Mais ça reste un club famille, quoi. C'est un club de grappling, beaucoup grappling. Maintenant, ils sont bons en pied-point, mais c'est beaucoup grappling. Et voilà comment ça a commencé, tout simplement. On faisait ça vraiment. Nous, ça a toujours été le côté passionnel. Hein. Nous, on n'était pas. C'est intéressant tout ce que tu évoques parce que toi, on a vu dans ta carrière, tu as fait quelques combats, tu as fait 3 combats, tu avais 2 défaites et 1 victoire. Et justement, tu devais revenir dans ta carrière. J'ai fait plus que ça en fait, parce que j'ai fait un combat aussi aux États-Unis en 2008, mais qui n'est pas passé du tout sur Internet. Parce qu'en fait, en 2008, j'avais été avec des membres d'un club. On était parti s'entraîner à Los Angeles. Et de là-bas, il y a un gars qui nous a proposé de combattre. C'était vraiment dingue parce que nous, on était en mode entraînement, vacances en même temps. Moi, j'étais dans la musique. Donc, à côté, je faisais des séances studio avec des quinries. C'était un délire de ouf. Et je me suis retrouvé à combattre là-bas dans une petite organisation. C'était à Victorville. Moi, je me rappelle, je représentais la Cobra Kai. C'était un club à l'époque. Il y avait Joe Stevenson qui était à l'UFC. On faisait ses sparring et tout, en grappling et tout. Et du coup, je suis rentré dans la sauce. J'ai combattu là-bas. J'ai mangé un KO. Je m'en rappellerai toute ma vie, c'était un truc de ouf. Et après, j'ai fait des petites organisations comme ça et tout, mais frérot, c'est il y a longtemps. Et
il n'y avait pas ce truc de dire aux gens qu'on faisait ça. Moi, je fais partie de l'époque où on n'avait même pas ce truc de dire aux gens qu'on se roulait par terre, qu'on faisait du grappling. Parce que déjà, moi, à l'époque, quand j'ai commencé le grappling, les gens ne connaissaient pas et tout de suite, ils se foutaient de nous, en fait. Tu vois? Oui. Ils disaient, ouais, c'est quoi ce sport où on dirait que tu es en train de faire l'amour, tu vois? Hacha qui disait tout ça, tu vois? Donc voilà, je viens d'une époque vraiment où, même si on combattait, tu vois, par exemple, une fois, je parlais avec un mec, il m'a dit, il m'a dit, ouais, j'ai vu une fois, tu as combattu au FMC, tu sais, le FMC, c'était Oui, Clément Marcoux. Clément Marcoux qui faisait ça. D'ailleurs, c'est un chouette mec que j'avais rencontré et qui m'avait fait combattre avec un mec solide à l'époque de Toulouse. Mais tu sais, quand on avait fait ça, on captait pas en fait. Et j'ai vu un mec qui m'a dit, putain, t'as fait quand même le FMC. Il m'a dit, ça veut dire que tu fais partie des premiers, on va dire, des Bien mecs qui sûr. sont venus. Et voilà, tu vois. Après, moi, frérot, je te le dis ici en direct, si j'ai accepté ce live, c'est parce que voilà, j'ai regardé quelques vidéos de toi et j'ai trouvé que c'était sympa. Et le deuxième truc aussi, c'est surtout pour dire que voilà, tu vois, il y a des gens, c'est des kiffeurs à la base. Tu vois, parce que je reçois beaucoup de messages de beaucoup de personnes, tu vois, qui me disent, ouais, Kamel, tu devrais avoir une place importante, tout ça et tout. Hein, nous, Khoya, tu vois, nous, on fait ça vraiment parce que la base qu'on a, c'est on est des passionnés de Bien base sûr. et surtout, on a cravaché, on a donné beaucoup dans ce sport-là depuis très, très, très longtemps, tu vois. Donc, j'ai vraiment envie de faire la différence entre ça, entre le côté passionnel et le côté business. Moi, à chaque fois que je me suis retrouvé sur un tatami, en compétition de grappling, compétition de grappling, par contre, j'en ai fait beaucoup. Ouais. J'en ai fait grave. Mais quand j'ai fait quelques combats d'MMA, tout ça et tout, c'était vraiment le côté passionnel, tu vois. Tu gagnes, tu perds, c'est pas. Bien sûr. Voilà. Tu Ça n'étais doit pas bien dans un faire. objectif de performance et c'est intéressant ce que tu évoques parce que toi, comme tu l'as dit, tu viens d'une époque où le MMA déjà il n'était pas aussi en lumière qu'aujourd'hui Pas du tout. et justement tu devais revenir en juillet 2022 au HFC en main event, ça a été annulé, je me rappelle, il me semble que c'était la Taïwan, 2 fois. 2 fois et justement qu'est-ce qui a motivé ce retour à la compétition? Ben, en fait, je vais pas te mentir, moi, dans mon club et dans les autres clubs où je vais, les gens me disent tous, mais t'as pas du tout le même niveau qu'en combat. Ouais, Sans prétention. Ils me disent, moi, je fais des sparring sérieux avec des mecs qui combattent. Tu vois, je oui, vais pas dire mon nom, mais il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour faire les sparring. Tu vois, et à chaque fois, au fin de sparring, ils me disent, ouais, tu devrais combattre maintenant, malgré que tu as pris de l'âge. C'est maintenant que tu devrais vraiment combattre parce que c'est plus du tout le même niveau qu'avant. Et du coup, ben, le HFC, ça faisait longtemps qu'ils voulaient que je combatte pour eux. Oh là là. Ça faisait très longtemps qu'ils me traquaient pour que je combatte pour eux. Ils ont été super cool. Après, ben, après, ça a été n'importe quoi. L'adversaire s'est blessé. Après la deuxième fois, l'adversaire, il ne s'est pas compris avec eux par rapport à l'argent. Après, moi, je parle sans langue de bois, hein. Moi, ce qu'il me proposait, c'était pas un truc de ouf, hein. Il me donnait 1000 euros. C'était un truc que moi, j'allais donner à mes coachs, hein. Et encore, mes coachs, c'est mes frères. Parce que mon petit frère, il est prof de jiu-jitsu et mon grand frère, il est prof de boxe. Donc, moi, j'allais reverser tout ça pour le club. Tu vois, je m'en fous, je ne fais pas ça pour l'argent. Mais après, ça s'est annulé une deuxième fois. Ça s'est même annulé une troisième fois. Bon, après, j'ai dit, tu sais, à mon âge, c'est pas ma priorité, frérot. bien sûr. C'est pas ma priorité. Euh, Après, j'ai les capacités de monter. Il n'y a pas de problème. J'ai le courage, j'ai tout ça, j'ai les capacités, j'ai tout ça. Mais après, Roya, tu as vu, la vie fait que. Oui, Voilà quoi. Tu sais, quand tu arrives à 40 ans, tu penses à d'autres choses, la famille. exactement. Ça va très vite, ça va très vite. Et en plus de ça, ça a même pris une tournure où moi, je commence à trouver que ça devient malsain. Mais après, c'est propre à la France, tu vois. Nous, Bien c'est sûr. notre problème. On Ok. préfère se tirer sur les pattes que monter tous ensemble, tu vois. Quand j'entends les histoires de MMA, entre les organisations, tout ça, il est où le sport dans tout ça, tu vois? Il est où le sport? Et c'est là que tu vois qu'en fait, bah, ils ont légalisé les MMA, c'est bien. C'est très très bien, c'est une très bonne chose. Il y a des très belles choses, mais il y a aussi le côté néfaste qui va avec.
Je suis totalement d'accord. De toute façon, quand il y a un sport qui est aussi émergent que le MMA, il y a des intérêts qui sont divers, donc les gens ils vont se tirer dans les pattes et c'est malheureux d'en arriver là. Exactement. Et Aujourd'hui, encore, excuse-moi mon frère, vas-y, et vas-y. encore, là, on va rentrer dans un cycle où il va y avoir des gros sous. Alors là, je t'en parle même pas. Pouh. Je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est intéressant ce que tu évoques, parce que tout à l'heure, tu as parlé du comité au Kremlin Bicêtre, le club de tes frères. Est-ce que toi, justement, dans ce club, tu as juste un rôle de pratiquant ou tu coaches également? En fait, mon petit frère, il a toujours voulu que je coache avec lui. Sauf que le problème, c'est que moi, quand j'arrive à la salle, ben, on va dire le comité, il n'y a pas beaucoup de sparring, tu vois, MMA, boxe, pied-point, où ça va taper dur, tout ça. Donc, mon petit frère, en fait, il va plus me dire, fais des sparring avec les gens, tu vois. Ouais. Après, en termes de coaching, je pense qu'il faut avoir ce truc pour le faire. Tu vois, moi, mon petit frère Brahim, au comité team, il a fait les formations, il a passé ses grades, il a passé beaucoup de choses, tu vois. Ça veut dire qu'il a la pédagogie pour le faire, Oui. tu vois. Moi, je vais être là, je vais donner quelques conseils, tout ça, mais je vais plus servir de chair à canon, entre guillemets, parce qu'ils ont besoin de gens où ça tourne un peu, où il y a de l'intensité, tu vois. Oui. Et en plus, j'ai mon autre grand frère au-dessus qui est un très très bon coach de MMA, qui est un très bon coach de boxe. Donc pour l'instant, ça suffit. Mais là, vu qu'on a énormément de petits combattants qui arrivent, il y en a trop au comité team. Donc je pense qu'à partir de cette année, comme moi j'arrive à bien tenir les pas hauts, j'arrive à bien tenir les pas d'ours, je vais donner un coup de main à mon petit frère, c'est normal. Ben, tu as totalement raison. En tout cas, gros big up à tes frères parce que le travail qu'ils font avec le peu de moyens qu'ils ont, c'est un travail de qualité. Ça mérite d'être mis en avant. Et justement, en parlant de mise en avant, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce club que tu aimerais mettre en avant de par ses qualités, de par sa discipline? Alors, au comité team, pour moi, je pense il y a plusieurs gars qui vont, je pense même sans prétention, pour moi, ils mangent la plupart des mecs que je vois dans les organisations comme toutes les organisations qu'on voit, j'ai trois gars qui sont, même quatre, ouais, j'ai quatre mecs qui sont très très chauds pour moi. Et on est en train de bien les préparer. Ils combattent déjà, mais on est en train de prendre notre temps. On a Ahmed Ouari, mon neveu, le fils de mon grand frère, qui a pas mal de combattants, qui a pas mal de combats en amateur et qui gagne tout le temps et qui est très très bon au sol. C'est un expert en grappling parce qu'il a commencé le grappling à 7-8 ans. Il faisait déjà les championnats de France. La dernière fois qu'il a combattu, non, il a combattu plusieurs fois au Game of Cage. Je ne sais pas si tu vois c'est quoi. Oui. Il a éteint ses adversaires très rapidement. Il a combattu aussi à HFC avec un des coachs de lutte du MMA Factory. Il l'a finalisé. Alors que mon neveu, il a 19 ans et que le coach, il a 34, 35 ans. Donc, c'est ce truc. En plus, en sparring, moi, je tourne souvent avec lui. C'est mon neveu, mais j'ai tourné avec beaucoup de gens en sparring, avec beaucoup de gens connus, très connus, qui étaient très forts. Je me suis entraîné au Daghestan pendant un mois. En fait, j'étais plus en vacances parce que j'étais invité là-bas par des frérots. Mais en même temps, je me suis entraîné. Mais ce petit-là, il a quelque chose. C'est pas parce que c'est mon neveu que je dis ça. Il s'appelle Marie. Je pense que ce petit-là a quelque chose. Ensuite, on a Baki. Je connais Baki. Ouais. Lequel? Baki, celui qui est avec toi, que j'ai vu tout à l'heure. Parce qu'en fait, il s'entraînait chez Papy à Marseille. Et moi, j'étais allé une fois tourner là-bas. Franchement, c'est Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est notre petit frère. C'est un petit frère du quartier d'en face de chez nous. Baki, pour moi, bah là, j'ai tourné avec lui. Là. Il m'a rempli, tu vois. Enfin, il tape dur. On a tourné ensemble parce qu'on le prépare. Il a un combat la semaine prochaine, donc il fait ses derniers sparring durs. Baki, sa caractéristique que j'aime bien, c'est qu'il progresse très, très vite. Et Baki, pour moi, s'il continue comme ça, Inch'Allah, je le souhaite parce que c'est un petit frère que j'affectionne énormément. Il est très respectueux, très gentil. Et au-delà de ça, il travaille dur à la salle quand il est sérieux. Et je pense que Baki, il peut monter très vite. Ensuite, on a un gars qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps. Ça fait, je crois, 1 an et demi, 2 ans. Il s'appelle Demba. Il vient de la boxe anglaise. Lui aussi, il a déjà pas mal de combats en MMA. Et il gagne tout le temps. Ça se passe très bien.
Et lui, pour le coup, j'aime beaucoup parce qu'il est très grande taille. Il me fait penser à Israël Adesanya. C'est à peu près le même style. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de style très technique, très bon en défense de lutte, tout ça. Voilà, après, il y a encore un autre petit qui s'appelle Adem, de chez nous, qui s'entraîne très, très dur. Il est très, très dur au mal. Sa marge de progression, un peu comme Baki, ça a été très rapide. Il est très bon au sol. Il a encore beaucoup de travail en pied-point. Mais mentalement, il commence à être vraiment prêt. Ensuite, il y en a plein d'autres, frérot. Il y a un petit qui s'appelle Ilias aussi, qui est très, très fort. Il y a pas mal de monde. Alhamdulillah, il y a pas mal de monde. On gardera un œil attentif sur leur évolution. Et là, on va passer à un épisode intéressant. Je pense que ce que les gens aiment le plus, tu as été au Daghestan, tu as une connexion avec la team Khabib. Comment elle s'est faite cette connexion et c'est quoi la nature de tes rapports avec eux? C'est des gens que j'ai rencontrés à Dubaï il y a maintenant, ça fait déjà 4-5 ans. Hein. Et les raisons, je ne peux pas les dire, c'est pourquoi. C'est très top secret. Parce qu'on était. En fait, j'étais coincé pendant le confinement là-bas. Ok. En fait, quand j'étais à Dubaï, j'étais coincé. J'étais là-bas et je ne pouvais pas rentrer. Mon billet d'avion, il a été annulé plusieurs fois. Moi, je me suis retrouvé dans le même hôtel que Khabib pendant. Je ne sais même plus c'était quand. Je ne sais même plus c'est la première année, je crois, du Covid. 2021, il me semble, non? 2000. Le Covid, ça a commencé quand? En 2020. Fin 2019. Fin 2019, février, on a commencé à être confinés. C'était en 2020. C'était en 2020. Quand ils avaient repris les billets d'avion, mais il fallait des papiers, tout ça. Bon, bref. Et du coup, on s'est retrouvé dans le même hôtel que lui. Après, je me suis retrouvé parce que j'étais tout seul dans le même hôtel que lui. Moi, je le croisais à l'hôtel, mais voilà, tu sais comment on est, les gens de France, on savait qui c'était, mais on va pas vers les gens, tu vois. C'était juste un salam et tout dans l'ascenseur. Et ensuite, ils étaient 24, je crois, de la team. Là-bas, ils étaient 24 à peu près, ou 25. Ils préparaient les combats, les prochains combats qu'ils avaient, parce qu'eux, ils aiment bien aller. Ils aiment bien finir leur camp d'entraînement. Je vais rentrer un peu dans les détails, comme ça les gens ils savent. Ils aiment bien aller à Dubaï, parce qu'en fait, à Dubaï, Khabib, il a une connexion avec le prince là-bas, qui a une salle qui s'appelle le NASA. N-A. Oui. Tu connais, ouais. Oui. Et en fait, cette salle-là, elle est à côté d'un hôtel qui s'appelle le Maïdan Hotel. Et moi, c'est un hôtel que je connaissais depuis très longtemps. C'est un hôtel très famille, très très bien. C'est un hôtel magnifique. C'est un des meilleurs hôtels que j'ai fait. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvé dans cet hôtel. Et en fait, comme eux, ils s'entraînaient à NASA, ils se sont retrouvés dans le même hôtel que moi. Et ensuite, j'ai fait connaissance avec un gars dans l'hôtel. C'était son cousin, mais moi, je ne le savais pas. Et je ne peux pas rentrer dans les détails parce que c'est top secret et que j'ai juré que je ne dirai pas ce qui s'est réellement passé. Il y a eu un petit souci dans l'hôtel. Moi, j'étais là. J'ai réussi à régler un petit problème. C'était un petit problème qui aurait pu devenir très gros, mais c'est pas parce que je suis Kamel l'Ancien que j'ai réglé le problème. C'est parce que j'étais là au bon moment et au bon endroit au bon moment. Et de là, en fait, j'ai tissé des liens vraiment, vraiment, vraiment avec le cousin de Khabib, qui est venu chez moi d'ailleurs. Oui. Il est venu chez moi la dernière fois, un mois. Et du coup, c'est avec ce mec-là que j'ai tissé vraiment des liens. Après, Khabib, je le connais très bien, on se connaît. Mais après, Khabib, ça reste un mec, tu vois, il a atteint un truc où c'est toi qui vas faire en sorte de ne pas le voir souvent parce qu'il a atteint un level où c'est une star internationale. Bien sûr. Et du coup, ensuite, j'ai sympathisé beaucoup avec le mec qui a failli avoir des problèmes dans l'hôtel. Bon, bref. Et on est devenus très proches. Et ensuite, lui m'a présenté des autres mecs de la team. Moi, je suis resté longtemps quand même à cette époque-là à Dubaï. Hein. Donc, j'étais souvent avec eux à l'entraînement. Et du coup, quand ils faisaient leur sortie, Khabib, Islam, tout ça, m'invitait avec eux. Ou quand ils me voyaient passer à l'hôtel, ils me disaient viens avec nous, viens manger avec nous, viens ceci. Moi j'étais tout le temps occupé à Dubaï à cette époque-là, donc je ne les voyais pas tout le temps. Mais quand on se croisait, on a fait des restos ensemble et tout. Après, ils ont appris à me connaître, j'ai appris à les connaître. On s'est échangé les numéros, tout ça. Et après, de là, moi, j'ai tissé vraiment des liens
son cousin, qui s'appelle Magomed Abdullah. C'est un combattant qui combat à l'UFC, la compagnie de Khabib, qui n'est plus d'ailleurs sa compagnie. Et avec Imam Shafi'i aussi, c'est un gars qui est au Bellator. Oui. En fait, lui, c'est le Khabib, c'est son beau-frère, en fait. Ok. Et du coup, j'ai tissé des liens avec lui. J'ai tissé des liens avec un gars qui s'appelle Zainoukov, un mec de là-bas aussi. Du coup, on était très proches et tout. Et après, on a gardé contact au téléphone. On s'est revus une fois à Dubaï, une fois. Ils étaient là-bas en vacances. Moi, j'étais là-bas en vacances. Je les ai revus. Ensuite, ils m'ont invité au Daghestan. Ils ont insisté pour que je vienne au Daghestan parce qu'ils disaient, c'est impossible que toi, tu viennes au Daghestan. Et j'ai pris ça comme un défi, parce que j'ai vu qu'en fait, ils étaient ils ont des idées arrêtées, en fait, les Dagestanais. Oui. Au Daghestan, machallah, c'est des gens vraiment. Franchement, j'ai rarement rencontré des gens aussi droits qu'eux. Mais c'est des gens qui ont des idées arrêtées, c'est normal, parce qu'ils n'ont pas une grosse ouverture d'esprit par rapport à ce qui se passe en Occident. Et comme je te disais, ils m'ont pris au défi, ils m'ont dit, ouais. T'es pas capable de venir chez nous, qu'est-ce que tu vas venir faire chez nous? Toi, tu es un gars qui va sur Dubaï, qui va en Thaïlande, tout ça, tu vas venir chez nous, qu'est-ce que tu vas faire chez nous? Et de là, j'ai fait mon visa. Ça m'a pris quand même un mois pour faire le visa. Je leur ai fait la surprise, en fait, je leur ai pas dit. Et du coup, à 2-3 jours de mon départ, je leur ai dit, ouais, j'arrive tel jour, jusqu'à que je suis arrivé, ils ne me croyaient pas, quoi. Du coup, quand je suis arrivé là-bas, ils étaient comme des oufs, tu vois. Ils étaient comme des oufs. Ils étaient super touchés. Tu vois. Moi, je suis quelqu'un en plus. Moi, je vais partout. Moi. Tant que Dieu me donne la santé, je vais partout. J'ai aucun problème de frontières dans ma tête, tu vois. Tu as totalement raison. Puis avec le temps, tu as réussi à tisser des liens fraternels avec eux. Et c'est Voilà. intéressant parce que au Daghestan, tu es allé, tu t'es entraîné avec eux, tu es resté pendant un moment. On a vu l'accueil qui t'a été réalisé. Tu t'es entraîné dans le club où il y avait Zabit, Magomed Sharipov. Parle-nous de cette expérience, de comment ça s'est passé. Ouais, non, bizarrement, j'ai kiffé plus ce club-là que le club de la Nurmagomedov School. J'ai plus kiffé le club de Zabit parce que le club de Zabit, c'était un club vraiment, vraiment, vraiment comme je les aime. C'est un gymnase, tu vois, c'est vraiment. C'est un club vraiment famille. Mais par contre, il y a des très, très gros sparring là-bas. Là-bas, vraiment, si tu y vas et tu fais les sparring là-bas, il faut vraiment, vraiment t'accrocher. Parce que tu vas rentrer tous les soirs avec des marques. Franchement, ils ont un club, machallah, le club de Zabit, incroyable. Le Dag Fighter, ça s'appelle. Oui. Et qu'est-ce qu'ils font de différent avec les clubs français? Parce qu'on voit qu'ils sont plus dans la dureté, ils sont très solides. C'est quoi que tu as vu, toi, que tu as pu observer qui t'a impressionné? Moi, ce que j'ai kiffé, c'est qu'ils s'entraînent très tôt le matin. Ils s'entraînent très tôt le matin. Après, moi, je suis parti en hiver. Le froid là-bas, bizarrement, le Daghestan, il ne fait pas super froid comme en Russie. Hein. Il fait -6, -7. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils travaillent beaucoup sur le sable. Ils courent beaucoup sur le sable. Ils font beaucoup de renforcement musculaire avec le poids de corps. Et dès le matin, quoi, à 9 h du matin, ils luttent beaucoup pendant 2 heures. Ils luttent beaucoup et surtout, ils ont un bagage de lutte. Oui. Tu vas lutter avec un mec, tu vas parler avec lui, il va te dire, moi, je fais de la lutte depuis 7-8 ans. Tu vois? Donc, ils ont cette capacité-là et aussi, ils ont aussi, pour moi, les meilleurs profs de lutte. Hein. Pour moi, les meilleurs profs de lutte, c'est là-bas que ça se passe, hein, vraiment. Hein. Ça se bagarre un petit peu avec les États-Unis avec la lutte, mais les Dagestanais, ils luttent beaucoup. Hein. La lutte, ça te durcit le corps, tu vois. Bien sûr. Et ce que j'ai remarqué, c'est comment il s'appelle? Ils s'entraînent très tôt le matin. Ensuite, ils sortent à 10-11 heures du matin. Ils vont manger. Ils mangent beaucoup. Ça aussi, ça m'a surpris. Ils mangent énormément. Ils mangent que des trucs, que de la viande, que du poulet, voilà, tu vois. Et ensuite, j'ai remarqué qu'ils font beaucoup de siestes l'après-midi. Mais vraiment, ça fait partie de leur emploi du temps. Ils ont que ça, tu vois. Ils ont que ça là-bas.
Et le soir aussi, j'ai remarqué les sparring, pieds-poings. C'est très intense. C'est très, très intense. Tu vois, c'est des rondes de 5 minutes et avec 1 minute de repos et ça va s'enchaîner, ça va s'enchaîner. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont énormément dans les salles. Ils sont beaucoup. Quand tu vas au Dark Fighter, la salle de Zabit, je me rappelle, une fois, on était dans la salle, enfin tous les jours, le premier jour que je suis arrivé dans la salle, on était sans exagérer, on était une quarantaine à tourner. Une quarantaine. Et très proche, tu vois. Dès que tu as fini, tu vas avec l'autre, tu vois. C'est ce qui m'a agréablement surpris, c'est qu'ils sont beaucoup. Il y a vraiment ce truc de fraternité, quoi. Tu vois. Après, il ne faut pas oublier qu'eux, ils ont le mental, frérot. C'est pas pareil que nous. Eux quand ils combattent, ils combattent pour toute une famille, pour tout un village. Tu vois, ils combattent pour ça aussi. Depuis qu'ils sont petits, ils se bagarrent. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont ça dans le sang et eux vraiment, ils s'entraînent. Quand ils s'entraînent, ils pensent à leur famille, ils pensent à sortir leur village de leur famille. Tu vois, nous, il y en a beaucoup maintenant, ils s'entraînent, c'est pour Instagram, Oui. c'est pour la hype, tout ça. Ils s'en foutent, eux. Ils s'en foutent de ça, eux. On le voit clairement, on voit que c'est des personnes qui ont dédié leur vie à ce sport pour Ils sont en sortir leur mission. famille du besoin. Ils sont en mission. Exactement. Et quand on voit les résultats qu'ils obtiennent au très haut niveau, c'est remarquable et tout est à leur honneur. Grave. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que toi, quand Islam Makhachev a pris la ceinture face à Oliveira, tu étais sur place, tu as eu la chance de porter cette ceinture. Ça a été quoi la sensation quand tu as échangé avec eux et quand tu as porté la ceinture? Bah, j'ai eu la chance déjà d'être invité par Islam au combat. Hein. Il m'a invité. Hein. Il m'a invité au combat, il m'a dit je veux que tu sois là, tout ça et tout. En fait, ce jour-là, l'histoire avec Ramzat, ça a un peu gâché le truc quand même. Oui. Tu vois, ça a un peu gâché le truc, c'est-à-dire quand on est rentré le soir à l'hôtel et on devait faire la fête, mais pas une fête comme les gens, Oui. tu vois, on devait rester entre nous, tout ça, c'était un peu froid, tu vois. C'était un peu froid parce que ça s'est réglé le lendemain, tu vois, ça s'est réglé le lendemain, donc en fait, je regarde derrière moi parce que comme c'est l'été, là, il y a les boutiques qui rentrent. Et ouais, tu vois, le truc, c'est que ça a un peu gâché la fête, tout ça et tout. Mais la vérité, Wallah, quand j'ai vu Islam avec la ceinture et qu'il est venu vers moi, qu'il m'a dit, tiens, c'est pour toi cette ceinture, tu vois, en plaisantant, Wallah, qu'il a détendu l'atmosphère. Parce que j'étais un peu tendu, il y avait du monde, il y avait des gens que je ne connaissais pas. Plein de gens, eux, quand ils ne connaissent pas quelqu'un, direct, ils vont poser la question, c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est qui? Qu'est-ce qu'il veut? Après les autres, tu disais, ouais, lui, c'est notre frère. On l'a rencontré ici, en plus à cet hôtel-là, tout ça. Et c'était un vrai moment, tu vois. C'était un vrai moment. Et surtout que, je t'ai dit, Islam, quand il m'a passé la ceinture, on a fait la photo. Juste après, on s'est assis, il parlait d'autres choses, tu vois. Il m'a dit, tu rentres quand, tout ça. Ça, il avait fini sa mission, tu vois. Non, alhamdoulilah, c'est des gens vraiment qui ont une très, très bonne éducation. C'est des gens, ils sont humbles, ils veulent juste rigoler. C'est des gros gamins, ils aiment trop rigoler. Ils aiment trop chamailler, ils aiment trop, tu vois, ils sont un peu comme dans le même délire que je suis, subhanallah, tu vois. C'est intéressant parce que tu as la chance et tu es privilégié d'avoir un rapport au premier plan avec eux et puis connaissant un peu ta personnalité, ce que tu mets dans les réseaux et tout, franchement, ça colle vraiment bien. En plus, ils m'ont invité là, ils m'ont invité pour le 21 octobre. Il y a Islam Makhachev qui combat à Abu Dhabi. Oui, bon, c'est pas encore officiel, mais normalement, ça s'officialisera. Si, c'est officiel. Moi, je sais même c'est avec qui. Je pense que c'est une revanche face à Charles Oliveira. On verra. On aura les infos après avec Kamel. Kamel, ce qui est intéressant, c'est que toi, même quand tu es à l'étranger, tu t'entraînes, tu as cette discipline. J'ai vu que même quand tu étais en Thaïlande, tu as analysé un petit peu la défaite de Cyril Gane. Comment tu t'es senti après cette défaite? Comment tu l'analyses plutôt? J'ai pas envie de mal parler des gens, ça se fait pas. Sûr. Cyril Gane, je l'ai rencontré 2-3 fois, c'est un amour. Il est super gentil, frérot. Et très respectueux, très souriant, tout ça, tu vois. Après, niveau sportif, moi, ce que j'ai pas kiffé, moi, personnellement, c'est que je pense que, stratégiquement parlant, ils étaient pas au point.
Moi, je pense que quand tu rencontres à John Jones et que tu as le pied-point de Cyril Gane, parce que le mec, il est très fort en pied-point. Il est très fort. Moi, j'ai analysé ses combats. Hein. Moi, je suis un gars, je connais ce sport-là sur le bout des doigts. Sans prétention. Bien Je sûr. connais sur le bout des doigts. Là, c'est vrai. Et je pense qu'il aurait dû plus s'axer sur la lutte, sur son grappling. Tu vois. Et le fait que ça s'est passé comme ça aussi rapidement, après, je pense que moi, il l'a pris trop tôt, John Jones. Il l'a pris trop tôt. Même si l'autre, il n'a pas combattu pendant 3-4 ans, frérot, il a bâti un empire. Tu ne peux pas venir comme ça l'éteindre. Il faut que tu ailles le tuer. Il faut que tu ailles vraiment le tuer. Il faut vraiment que tu l'éteignes. Comme Kamaru Usman s'est fait éteindre par Edwards. Tu vois, maintenant, pour moi, Kamaru Usman, il a perdu, c'est tout. Quoi. Il s'est fait éteindre. Tu vois, donc il va revenir, Inch'Allah pour lui, je lui souhaite. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la même défaite. Moi, je préfère me faire éteindre, tu vois, Oui. que perdre comme il a perdu contre John Jones et donner ce travail qu'il a fourni. C'est mauvais travail. C'est du mauvais travail. Bien sûr, en tout cas, c'est top d'avoir eu ton avis, parce que j'avais vu que tu avais réagi en direct de Thaïlande. Et Ouais. justement, le MMA français, il est en pleine évolution depuis la légalisation. Il y a des clubs qui ont fleuri un peu partout en France. Toi, ton avis sur le MMA français, c'est quoi? Et quel combattant tu vois être le porte-drapeau français? Moi, pour en revenir au MMA français, moi, je trouve que ce qui se passe, c'est très, très bien. Il y a beaucoup de salles de sport, ça s'entraîne dur. Tu vois, la Hatch Academy, moi, Hatch, je le connais depuis maintenant 2003-2004. Tu peux pas cracher sur lui, frérot. Lui, c'est un mec, il est là depuis le début. Il a donné corps et âme pour ce sport-là. Comment ça se passe dans son club, on le voit sur les vidéos, tout ça. Il s'entraîne dur. T'as le frérot Salahdine Parnas qui est là-bas, qui réalise des choses magnifiques à son âge, qui est super doué, qui a des qualités incroyables dans ce sport-là. Il y a des très belles choses. MMA Factory, tu as des très beaux combattants. Lopez que moi, je suis à l'ouest de ce qui se passe un petit peu, tu vois. J'apprends tous les jours, mais tu vois, j'ai entendu qu'il y a beaucoup de gens qui crachaient sur Lopez. Mais les gens, c'est des oufs. Wallah, c'est des oufs. Tu peux ne pas l'aimer, tu peux ce que tu veux, mais Lopez, c'est un mec qui connaît très bien les MMA. C'est un très bon coach. Les gens ils disent que c'est pas un très bon coach. Moi, je suis pas d'accord avec eux. Il travaille très très bien. C'est un mec, il connaît le sport lui aussi sur le bout des doigts. Il est très bon à tenir la patte d'ours, tout ça et tout. Et il y a des belles choses dans le MMA. Après, le porte-drapeau. Euh, euh, comment t'expliquer? Celui qui te saute aux yeux, que tu te dis que quand on pense France, quand on parle de combattant français, toi, celui qui te vient à l'esprit, tu te dis que c'est ce qui se fait de mieux, on va dire. Moi, ce qui me frustre, c'est que les petites massales, ils sont pas encore connus. Avec le Donc, temps, avec le temps. je dirais les premiers que je mettrais en avant, c'est les mecs de ma salle, parce que je sais qu'ils vont faire du très très sale. Je le sais. Inch'Allah, je le sais. Euh, on a des projets avec eux, j'ai des projets avec eux par rapport à mes amis du Daghestan, je ne vais pas trop en parler, mais on va les mettre bien en avant. Il y a des trucs qui vont se passer. Il y a des belles choses qui vont se passer. Après, écoute, moi, j'aime tous ceux qui sont sur le circuit en ce moment. J'aime Salahdine Parnasse. J'aime beaucoup sa façon de combattre, j'aime bien son mental, j'aime bien son sourire quand il rigole, j'aime bien sa façon d'être et je lui souhaite encore plus que ce qu'il a. Je veux vraiment qu'il aille vraiment au plus haut. J'aime beaucoup Mansour Barnaoui. Mansour Barnaoui, c'est quelqu'un que je connais personnellement. On s'est déjà entraîné ensemble. Il habite à Malakoff, c'est juste derrière ici, c'est juste à côté. Je connais très bien son coach Aziz, très bonne famille, très bon coach. Ils ont des très bons combattants dans leur salle qui ne sont pas encore connus aussi. Et bon, ils ont Mansour Barnaoui. Mansour Barnaoui, malgré sa défaite de la dernière fois, ça n'enlève rien à son panel technique et son mental. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'affectionne et que je souhaite, Inch'Allah, pour lui, la réussite aussi pareil. On a Benoît Saint-Denis qui a fait un dernier combat où il a livré une masterclass contre un monstre. Bien sûr. Saint-Denis, c'est quelqu'un que je connais bien aussi. On se connaît bien. On discute souvent ensemble sur Instagram. On s'envoie souvent des audios. Et c'est un mec, j'aime bien sa façon de s'entraîner. J'aime bien sa façon d'être. J'aime bien sa façon d'être posé. Pareil. Qui j'aime encore? Il y en a plein. Qui j'aime encore? J'aime Cyril Gane. Cyril Gane, j'aime bien.
Je l'aime bien ce mec-là. Je l'aime bien, je le kiffe. Tu vois, je trouve qu'il a les capacités de faire énormément de choses dans ce sport-là. Comment s'appelle la sister là, qui habite dans le sud là? Manon Fiorot. Hein? Manon Fiorot. Manon Fiorot. Manon Fiorot, j'aime beaucoup. Manon Fiorot, je pense elle est vraiment. La porte, elle est là. Elle a juste à entrer et à récupérer la ceinture. Et elle va récupérer la ceinture et elle s'entraîne très dur. Je connais tout, je sais tout d'eux. Je sais où ils s'entraînent, je connais leurs profs. Je suis tout de très près. Et elle est très, très bien entourée. J'aime bien son mental, j'aime bien sa façon d'être. Elle n'en fait pas trop sur les réseaux, elle est tranquille. Et en plus de ça, c'est une bosseuse. Vraiment, c'est quelqu'un que je suis de près. Et je lui souhaite tout le bonheur du monde dans ce sport-là. Ensuite, il y en a plein des combattants en vrai. Hein. Bien sûr. En tout cas, on a eu ton point de vue sur certains et c'est très intéressant. On leur donne tous la force qu'ils méritent parce que c'est pas facile d'être combattant de MMA et encore plus quand on est dans l'élite parce que à chaque fois qu'on passe une étape, ça devient encore plus difficile. Kamel, je te demandais ton avis sur les combattants de MMA français. Maintenant, je vais te demander le rôle des médias en France. Toi, en France, dans le monde du MMA, ça a fleuri aussi également un petit peu partout. Ton avis sur les médias français dans le MMA? Le problème des médias français, c'est toujours pareil, c'est toujours propre à la France. Tu as des médias qui vont se rapprocher plus d'un club, donc ils vont mettre plus le club en évidence. Il n'y a pas d'impartialité. Normalement, il n'y a pas de parti pris quand tu es un média. Il y a du boulot. Franchement, les médias français, il y a du boulot. J'ai aussi un problème avec les commentateurs de RMC. J'ai rien contre Lapidus, hein, bien sûr, mais je trouve que ça manque d'énergie. Tu vois, quand tu regardes, moi je regarde tous les combats en VO. Tu vois, j'ai la chaîne, je paye, je regarde mon combat. Je préfère écouter Joe Regan avec Cormier, avec Dominique Cruz. Je comprends bien l'anglais. Je ne le parle pas super bien, mais je le comprends très bien. Je préfère des mecs qui mettent de l'ambiance. Je préfère des mecs qui parlent. J'ai un problème avec ça. Je pense que ça vient d'arriver. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent se mettre en place. Après, les médias, il y a des petits médias comme le tien. Alhamdoulilah, c'est bien. Tu donnes la parole, tu es impartial. C'est bien. Je trouve que c'est bien englobé, c'est bien fait. Tu n'en fais pas trop aussi. Tu vois, je regarde de temps en temps, tu n'en fais pas trop. C'est très bien. Sinon, après, tu as Maître Fumier. J'aime beaucoup ce qu'il fait, moi. Bien sûr. J'aime beaucoup ce qu'il fait. On a besoin de gens comme ça. Maître Fumier, ce qu'il fait, c'est. En fait, il vient et. Vas-y, frérot, arrête de faire comme ça alors qu'on sait que c'est comme ça, tu vois. Et moi, j'aime bien. Je le supporte. On se suit. On discute ensemble en privé. On se rejoint sur beaucoup d'idées. Maître Fumier, faut pas sous-estimer. Mais demain, tu fais un événement, tu l'as pas de ton côté. C'est compliqué, hein. Il a une sacrée force. Après, il tire sur des gens. Tu vois, frérot. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a entre eux et les gens. Moi, je ne rentre pas dedans. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent ouais, il te follow, il dit ton nom des fois, il te truc. Je dis ouais, et alors? C'est des fous. On est dans un pays de liberté d'expression. Il dit ce qu'il veut, frérot. Il dit ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, j'ai beaucoup de mal avec la sueur. J'ai beaucoup de mal. J'arrive pas, c'est physique. J'arrive pas. Que Dieu me pardonne, mais j'arrive pas. Les deux là, j'arrive pas. Le problème, c'est que, tu vois, c'est pour ça que j'aime pas faire ce genre d'interview, parce que les commentaires, ça va être, c'est un jaloux, tu sais, les personnes qui n'ont pas de répondant, tu sais ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, ouais, c'est un jaloux, tout ça et tout. Eh frérot, la sueur, j'aime pas du tout. Ils sont pas professionnels du tout. Ils sont pas objectifs du tout. En plus de ça, ils sont bêtes, parce qu'ils montrent ils le montrent qu'ils sont bien avec un tel et un tel de tel club, de tel truc. Frérot, c'est pas ça. Le journalisme, c'est pas ça. Ouais. Pour moi, ils savent pas travailler. J'aime pas les partis pris qu'ils prennent. Voilà, c'est pas du tout ma tasse de thé. J'aime beaucoup. Alors là, je sais même pas si c'est un média. Mais j'aime beaucoup les vidéos où il y a souvent Cyril Gagne et le coach de Benoît Saint-Denis. Daniel Warren.
Monsieur Voirin, c'est ça? Moi, je dis monsieur parce qu'il est plus âgé que nous. Tu vois, déjà, les gens ne le respectent même pas sur Internet quand ils parlent mal sur lui. Tu vois. Mais je trouve que leur émission, elle est magnifique. Elle est magnifique. J'aime bien l'émission aussi de Cyril Gann quand ils sont assis là, ils discutent sur Twitch. Ça. J'aime bien, c'est intéressant. Je regarde pas tout le temps, moi, frérot. Attention. Bien sûr. Je regarde pas tout le temps, tu vois. Mais quand je regarde, je trouve que c'est bien. J'aime bien aussi. Après, c'est tout. Après, je connais pas du tout les autres médias. Hein. En tout cas, tu nous as donné ton avis sur la plupart des médias et des gros, et c'est intéressant. Déjà, gros big up à la plupart des médias, comme tu as dit, Maître Fumier et les autres, que ce soit Gong, et ils sont vraiment pas mal. Et... Maître Fumier, best. Maître Fumier, il faut lui remettre un Oscar. Maître Fumier, il est venu, il a donné la lumière sur beaucoup de choses. Tu n'étais même pas au courant, frérot. Ah, ça c'est une vérité. Ils sont arrivés, il faut dire ce qui est. Ça a été un peu un séisme dans le moi, monde frérot, français. Moi, frérot, je suis quelqu'un de franc. Bien sûr. Moi, je ne vais pas te faire de baratin. J'ai rien à gagner, moi, dans ce milieu-là. Moi, je ne suis pas là pour faire de l'argent. Moi, si tu ne serais pas venu pour m'interviewer, je ne serais jamais venu vers toi ou je ne serais jamais venu vers qui que ce soit. Bien sûr. Et même, je te dis même pas les propositions que j'ai eues dans ce sport-là. Wallah, c'est vrai, je te dis même Bien pas. sûr. Mais quand je vois un média comme Maître Fumier qui vient et qui dit, hey, les gars, le MMA, ça se passe comme ça. Il y a des petits bâtards aussi qui font ça. Il y a des petits bâtards qui font ci. Moi, je trouve que c'est carré. Non, je suis d'accord avec toi. Et puis, ils ont changé les codes. Et puis, c'est intéressant d'avoir un peu ce média qui vient bouleverser un peu les choses et de manière positive, ça tire les choses vers le haut. Et c'est intéressant parce que dernièrement, on t'a vu réagir parce que Franck Gastambide va sortir une nouvelle série, La Cage. Tu t'es exprimé sur Twitter, tu as eu pas mal de critiques. Est-ce que tu voudrais échanger sur le sujet pour exprimer clairement ta pensée? Ma pensée, en fait, elle est... C'est bien que tu me poses cette question-là parce qu'il fallait que je me justifie par rapport à ça. Bien sûr. En fait, tu sais, c'est quoi le problème? Pour moi, le problème, c'est que le MMA français, c'est encore un bébé. Il vient d'arriver. Il a besoin d'éducation. En fait, ce que je disais par rapport à l'affaire l'affaire, c'est juste un tweet que j'ai mis, que je disais ce que je pensais par rapport à la série que Franck Gastambide faisait. Déjà, premièrement, moi, j'ai rien contre les combattants qui ont participé à ça. Franchement, je m'en fous. Ils font ce qu'ils veulent. En fait, moi, le problème que j'ai, c'est quoi? C'est que comment on appelle ça? En fait, le MMA français, c'est encore un bébé, en fait. Il est encore en train de se faire éduquer, tu vois. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que bientôt, tu sais ce qui va se passer. Moi, je connais déjà le scénario qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens qui vont venir avec beaucoup de sous, en costume. Ils vont venir, ils vont avoir une oreille politique qui va les écouter. Ils vont proposer des plans à ces gens-là, à ces politiques. Ces politiques, ils vont leur dire, attendez, ok, on va voir tout ça et tout. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste se mettre bien dans le MMA, les mecs qui sont venus les voir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont venir avec 2-3 mecs de chez nous, comme d'habitude. Des mecs de salle de chez nous, des Noirs, des Arabes, de chez nous, de banlieue, voilà, pour parler cru. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont venir, ils vont leur dire, voilà, regardez, on a des champions, tout ça et tout. Donc, voilà. Et cette oreille politique, ils vont leur donner du grade à ces gens-là. Et ces gens-là, après, ils vont eux-mêmes avoir leur fédération. Dans pas longtemps, c'est ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont arriver avec leur fédération, tout va changer. Ils vont venir dans les petits clubs, grands clubs, tout ça, ils vont venir, ils vont dire, maintenant, ça se passe comme ça. Ils vont venir avec des lois dures, avec des lois strictes, ils vont venir avec de la dureté. Et à la finale, tous ces gens-là que tu vois qui s'embrouillent sur les réseaux sociaux, ouais, Lopez ceci, ah ouais, l'autre ceci, cela, ah l'autre c'est un bâtard, ah l'autre ceci, ah l'autre cela, ils l'auront dans l'os. Et on va être géré, comme d'habitude, par des gens bien placés en costume qui vont gérer le MMA. Comme l'industrie du disque, comme la politique, comme tout ça. La politique, tu as des gens qui dans les quartiers, ils font un travail monstrueux. Qu'est-ce qui récupère le travail monstrueux? C'est un député, en costume qui n'a rien à voir avec ça. Dans la musique, c'est pareil. Moi, j'ai fait de la musique pendant des années, c'est pareil. J'ai signé un de mes albums, un de mes derniers albums, j'ai signé chez Def Jam. J'arrive dans une grande maison de disques. Le mec qui s'occupe du chef de projet, il ne sait même pas ce que c'est le rap. Et c'est lui qui s'occupe de moi. C'est lui qui me dit, ouais, tu vas faire ça, tu vas faire ceci. Oh. Donc, pour en venir à Franck Gastambide,
moi, ce que j'aime pas sur ce personnage-là, moi, c'est pas lui que j'aime pas, c'est la façon dont il travaille. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il te fait des films je sais même, ces films, moi, là, je les ai jamais regardés. Parce que ce qu'il fait, c'est qu'il vient, il te fait des films comme Pattaya. Qu'est-ce qu'il fait dans Pattaya? Il fait des clichés où, comme d'habitude, on passe, nous, pour des moins que rien. Les gens se moquent de nous, les gens rigolent de nous, et en plus de ça, ils rigolent de notre religion. Tu peux rigoler de tout, mais de notre religion, tu ne peux pas rigoler. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il met en avant des acteurs qui acceptent parce que, malheureusement, ils voient, eux, un moyen de réussir, alors que tous ceux qui participent là, tous ceux qui vont faire acteurs dans ces trucs-là de MMA, la cage, tout ça et tout, ils vont être acteurs que pendant cette série-là. Hein. Être acteur, c'est un travail. Hein. Je sais pas, tu viens comme ça dans une série MMA, beau gosse, tu cognes, tout ça, c'est bon, tu vas faire que des films. C'est pas comme ça. Donc ces gens-là, ils pensent peut-être que grâce à ça, ils vont avoir une vitrine, comment on appelle ça, une tribune. Et lui, qu'est-ce qu'il fait derrière? Il empoche l'argent. Sauf que le problème, c'est qu'il l'a fait dans toutes les industries. Il l'a fait dans les racailles, je crois que son film s'appelle Les Kaira ou Les racailles. Il l'a fait dans, comment il appelle ça là, Pattaya, film Un désastre. Il l'a fait aussi dans des sketchs avant. Moi, j'ai vu des sketchs de lui où il se moque des femmes en burqa, tout ça et tout, dans les quartiers, tout ça et tout. Il y a un mec qui me dit quoi? En privé, il me dit, il vient, il me laisse des vocales. Moi, je réponds à personne, moi. Il me laisse des vocaux, pardon. Moi, je réponds à personne sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai l'habitude, je suis immunisé contre les commentaires. Moi, les commentaires, ça me fait rien du tout. Je suis immunisé. Je suis passé par là déjà. Bon, bref, il y a un mec en privé, il est venu, il m'a dit, ouais, Kamel, c'est pas bien ce que tu dis sur Franck Gastambide. En plus, il vient des quartiers. Mais frérot, il vient des quartiers, il a le droit de se tromper aussi. C'est pas parce que tu viens des quartiers que tu es quelqu'un de quoi. Moi, je connais des gens qui ont grandi dans mon quartier, c'est des racistes, c'est des fachos. C'est quoi cette légitimité que vous lui donnez? Donc moi, j'ai trouvé que là, avec la cage, j'ai dit non, c'est trop. J'ai dit non, c'est trop. Il y a des gens qui ont dit ouais, t'es un jaloux, ouais, ceci. Je suis pas jaloux. Je ne suis pas jaloux, c'est juste de l'objectivité. Le mec, il vient comme ça dans un milieu, et même ça, t'as pas remarqué ce qu'il a mis dans son truc? Il a dit ouais, en plus de ça, ça fait 10 ans que je connais ce sport-là, ça. Il se justifie. Oui. Il a ce besoin de justification. Normalement, si tu es sûr de toi, tu ne te justifies pas. Ouais. C'est ça que j'ai pas aimé, c'est pour ça que j'ai fait ce tweet-là, parce que pour réveiller un petit peu les consciences. Comment ça se fait qu'à chaque fois, c'est un mec extérieur à notre milieu qui vient, qui met la main mise dessus et qu'après, c'est un patron? Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, demain, ça aurait été un mec comme Cyril Diabaté, par exemple, qui aurait fait cette série-là et tout. Ben, je l'aurais appelé, j'aurais dit Cyril, moi, je viens pour jouer dans ta série. Parce qu'il a la légitimité, parce qu'il a donné corps et âme pour ce sport-là, tout ça et tout. À chaque fois, nous, on vient, on se fait contrôler par un petit mec comme ça qui vient de nulle part et qui contrôle tout. Voilà. Série de rap, c'est lui qui l'a fait. Série de je ne sais pas quoi, c'est lui qui l'a fait. En plus de ça, il y a des gens qui n'invitent pas, qui devraient inviter. Et comme il est avec des gens qui doivent lui dire non, lui tu le mets pas, lui tu le mets pas, lui tu le mets pas, ben voilà pourquoi j'ai dit ça. C'est tout. Mais moi, je ne savais même pas que ça allait faire un boom comme ça. Au moins, ce qui est clair, c'est que tu as donné ton avis, il est clair. Tu as parlé de cette légitimité pour pouvoir faire ce genre de choses. Et je pense que les gens auront le plaisir d'écouter ce que tu as dit. En tout cas, moi, Kamel, le petit Magid qui t'écoutait quand il était très jeune au Stade dans le Maroc, te remercie énormément. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Je suis de Meknes. Donc, ça a été un maximum de plaisir, Kamel. Et si tu as un mot à faire passer, le dernier mot que j'ai à dire, c'est je tiens à m'excuser parce que je t'ai fait galérer quand même. Je t'ai fait galérer pour l'interview parce que j'ai réfléchi. Je te dis la vérité. Wallah, il a aidé mon frère. J'ai refusé plein d'interviews. Et surtout quand ils me disent tu viens parler d'MMA. Roya, moi, t'as vu, je prends mon petit sac. Tu vois dans mes snaps. Je vais à ma salle, je mets les gants, je rentre chez moi. Tout ce qui se passe autour, ça me dégoûte, frérot. C'est pour ça que je garde un œil dessus parce que je veux que ce sport-là explose. Je veux que tous les noms que je t'ai dit depuis tout à l'heure, Parnasse, Barnaoui, peu importe qui, Gann, tout cela, je veux que ces mecs-là, ils aillent au bout parce que j'aime la réussite du prochain. J'aime voir quelqu'un qui réussit. Mais tout ce qu'il y a autour, j'en veux plus. Tous les mecs comme ça, comme Franck Gastambide qui vient, qui met la main mise dessus, tout ça, j'en veux plus. Tous ces mecs-là là, que j'entends, ouais,
ils veulent faire comment ça s'appelle, des combats entre youtubeurs, entre tout ça. J'en veux pas, frérot. Laissez ce sport-là où il est, tu vois. Et voilà, c'était le dernier mot de la fin. Excuse-moi, j'ai eu encore un appel. Donc Il n'y a voilà. pas de souci. Merci Kamel, c'était top de t'avoir et grosse force pour tout ce que tu vas Merci. De toute accomplir dans façon, tes projets. on va te follow, Inch'Allah. Merci Kamel. À bientôt, mon frère.